en croisade contre les forces des ténèbres. Pour ceux qui croient réellement dans la magie, ce sont des armes meurtrières et terriblement efficaces. Jacques Stewart, qui sera le premier souverain à régner en même temps sur l'Écosse et l'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, est convaincu que Satan conspire avec des sorcières dans le dessein de le tuer. Je ne connais pas Satan, messieurs. Quel pouvoir Satan vous a-t-il donné? Quelle promesse diabolique vous a-t-il faite? Il a même écrit un traité sur les dangers de la sorcellerie. Voici l'histoire d'un homme dont la paranoïa a provoqué des exécutions massives dans les îles britanniques. Les chasses aux sorcières sont parmi les plus grandes injustices de l'histoire britannique. Elles concernent des centaines, voire des milliers de femmes mises à mort pour des crimes qu'elles n'ont jamais pu commettre. Nous allons vous faire part d'extraordinaires découvertes archéologiques qui montrent que la croyance en les sorcières s'est poursuivie bien après la croisade du roi Jacques. Ils savaient que c'était dangereux. Mais quand vous croyez profondément en quelque chose, le fait que vous risquiez votre vie ne vous arrête pas. En 1590, les îles britanniques sont gouvernées par deux monarques, la reine d'Angleterre Élisabeth Ier et le roi d'Écosse Jacques VI, qui deviendra par la suite Jacques Ier d'Angleterre. En mai de cette année-là, celui-ci rentre du Danemark avec sa nouvelle épouse, Anne. Mais la lune de miel tourne bientôt au cauchemar. Tandis que la flottille traverse la mer du Nord, une énorme tempête se déchaîne. Selon un récit épique de l'événement, le navire du roi est tout particulièrement ballotté par les immenses vagues soulevées par des vents extrêmes. On dit que le vaisseau royal s'était comporté différemment des autres bateaux qui l'accompagnaient. Les vents le secouaient tellement que les marins n'arrivaient plus à le maîtriser comme ils savaient le faire. C'est ainsi qu'on a pensé que la tempête n'était peut-être pas d'origine naturelle et qu'elle avait pour cible le roi Jacques et son épouse Anne. L'idée que la tempête a été provoquée délibérément pour tuer le couple royal fait naître une terrible angoisse dans l'esprit du monarque. Le jeune roi a déjà d'excellentes raisons d'être anxieux. Il a de puissants ennemis et a été abandonné tout petit par sa mère, la reine Marie-Stuart, obligée de fuir le pays. Le futur Jacques Ier a grandi dans un contexte assez terrifiant pour un jeune monarque. Il succède à sa mère, décapitée dans une prison anglaise. Quant à son père, il a été étranglé juste après l'explosion de sa demeure. Les 4 hommes qui assurent successivement la régence de l'Écosse sont tous assassinés, exécutés ou envoyés en exil. Devenu adulte, le jeune homme échappe à 2 tentatives d'enlèvement et de meurtre. Il déjoue l'une d'elles en bloquant la tête de l'assassin sous son bras et en appelant à l'aide. Il n'est pas étonnant qu'il ait eu les nerfs à vif. Le roi ne peut chasser de sa pensée le souvenir de cette tempête qui a failli le tuer. Il est bientôt convaincu qu'il s'agit d'une nouvelle tentative d'assassinat, orchestrée cette fois par des sorciers des 2 sexes. Sa crainte de la sorcellerie s'est développée au cours de son séjour à la cour du Danemark. À cette époque, le Danemark est un des centres de réflexion sur la chasse aux sorcières. Il est probable qu'il ait parlé de démonologie avec certains des esprits les plus brillants d'Europe, et qu'une fois rentré en Écosse, il ait mis en pratique ce qu'il avait appris. Il ne fait que suivre une tendance largement répandue. C'est à cette époque que les procès de sorcières se multiplient sur tout le continent. On croit que les sorcières sont les alliés du diable et de ses démons. À la fin du XVIe siècle, la peur de Satan est à son apogée, à cause de la haine entre factions rivales qui s'étend au sein de l'Église. Dans toute l'Europe, la période où les procès de sorcières sont les plus nombreux correspond au moment où les protestants et les catholiques se livrent une véritable guerre, où l'Église chrétienne est écartelée entre les différents courants qui s'opposent, convaincus que leur adversaire est inspiré par le diable. Il paraît urgent d'éradiquer le mal. Aussi, des feux de haine embrassent-ils l'Europe occidentale. En France et en Allemagne,
des dizaines de milliers d'habitants sont condamnés à une mort horrible. Dans un récit, on parle de forêts de poteaux tant le nombre de condamnés au bûcher est important. Il est probable que le phénomène est devenu incontrôlable. Une véritable panique envahit certaines parties de l'Europe. Le sommet de l'horreur est atteint en 1589 dans une petite ville du nord de l'Allemagne, Quedlinburg. 1333 femmes sont brûlées vives dans la même journée. C'est une mort terriblement douloureuse, et vous avez de la chance si elle arrive vite. Pour une ville d'Europe du Nord de taille moyenne, il suffisait de brûler 20 à 30 personnes en même temps pour créer une impression de forêt de poteaux en flammes. Et on était sûr qu'au moindre souffle de brise, les pavés et les maisons de la place située sous le vent seraient couverts de graisse humaine. En 1590, la chasse aux sorcières et son cortège d'horreur n'a pas encore touché les îles britanniques. Mais Jacques VI d'Écosse va bientôt y remédier. Après avoir essuyé une tempête où il a cru voir son bateau couler, il est persuadé que Satan a tenté de l'anéantir. Il déchaîne alors contre la menace satanique une guerre qui livrera des centaines de ses sujets à la persécution et à la mort. Sa peur s'étend à la croyance populaire dans la magie, largement répandue à l'époque. Celle-ci devient à présent un crime contre la pensée punissable de mort. Au XVIe siècle, chaque village compte parmi sa population des magiciens qui utilisent herbes et sortilèges pour soigner les maladies, résoudre les problèmes de chacun ou même influencer la météo. Ces hommes et ces femmes sont appelés devins guérisseurs ou leveurs de sorts. Au musée de la sorcellerie de Boscastle, en Cornouailles, on peut voir un document très intéressant qui témoigne de l'importance de la magie dans la vie quotidienne. Voici un manuel de magie écrit à la main qui date de la fin du XVIe siècle. Ce carnet de notes d'une guérisseuse ou d'un leveur de sorts est une preuve fascinante du rôle que jouait la magie dans la vie quotidienne. On y trouve pêle-mêle des remèdes à base d'herbes, des charmes d'amour et des recettes pour se procurer des objets magiques. Ici, on a un sortilège pour extraire des pierres magiques d'une hirondelle. Attrapez-la dans son nid, ouvrez-la en son milieu et vous trouverez à l'intérieur de son ventre 3 pierres de différentes couleurs. La vertu de la première est que si vous la donnez à une femme en travail, elle sera délivrée rapidement. La vertu de la pierre rouge est que si vous la mettez dans votre bouche, vous obtiendrez tout ce que vous demanderez. Les rituels de guérison étaient d'une grande importance car les médecins coûtaient très cher. Ces guérisseurs traditionnels occupaient une place centrale dans la communauté. Ils vivaient au cœur de la population. La magie libérait les gens ordinaires, les rendait plus forts et leur permettait d'affronter les épreuves auxquelles ils devaient faire face. Agnes Sampson est une de ces guérisseuses. Elle pratique à Kiss, en Écosse, dans les années 1580. Elle compte parmi ses clients des notables aisés comme de pauvres gens. Elle est très respectée pour son activité de guérisseuse et de sage-femme. Mais elle va bientôt être prise au piège de l'un des plus grands procès en sorcellerie de l'histoire écossaise. Les rituels de guérison protègent de la maladie et de la malchance. Mais ils peuvent aussi servir des objectifs plus obscurs. On pense qu'ils ont le pouvoir de blesser, tout comme celui de guérir. Ceci est un sortilège très impressionnant parce qu'il montre comment la magie peut transformer une protection en une malédiction. Les gens utilisaient généralement ces sorts en représailles lorsque quelqu'un leur avait fait du tort. Voici un sortilège pour obliger un voleur à se confesser. On fait un dessin de son œil et l'on y enfonce un clou. Ensuite, l'homme va souffrir à cet endroit jusqu'à ce qu'il avoue son vol. La plupart de ces objets ont trait à la magie destructrice.
On a une représentation classique de victime dans laquelle celui qui l'a fabriqué plante des épingles, des poignards ou d'autres instruments pour attenter à sa vie. L'Église ne fait aucune distinction entre les formes bonnes ou mauvaises de magie. Pour ceux qui croient réellement en la magie, ce sont des armes meurtrières et elles sont terriblement efficaces. Pour le christianisme orthodoxe, il est impossible de penser que ceci puisse venir d'ailleurs que du diable. La vieille distinction populaire entre la bonne et la mauvaise magie, celle-ci étant une force neutre comme n'importe quelle technique, est complètement transformée dans le christianisme établi. Elle devient un élément de la guerre totale entre le bien et le mal. En 1590, Jacques VI d'Écosse se lance dans une croisade contre le mal. Il préside lui-même à l'arrestation de dizaines de gens qu'il soupçonne d'avoir soulevé la tempête qui a failli l'engloutir. L'une des femmes capturées au cours de cette traque est Agnès Samson, la guérisseuse respectée de Kiss, bourgade du nord-est de l'Écosse. Le roi est tellement obsédé par l'idée d'arracher les racines du mal qu'il décide de l'interroger lui-même. Quand Satan est-il venu vers vous pour la première fois? Je ne connais pas Satan, messieurs. Quelle promesse diabolique vous a-t-il faite? Quelle forme ces diablotins ont-ils prise? Une chose extraordinaire se produit en Écosse dans les années 1590. Jacques VI d'Écosse, le roi, participe en personne aux interrogatoires des sorcières soupçonnées. Et il mène en particulier celui d'Agnès Samson. Il est très étrange de voir un monarque faire ça à l'époque. Mais ça montre à quel point celui-ci est concerné par la démonologie. Pas seulement en tant qu'idée abstraite, intellectuelle, mais par la façon dont elle est mise en pratique à travers la sorcellerie dans son royaume. C'est un savant, un érudit, qui mène une recherche et qui veut faire ça lui-même. De plus, il trouve ça fascinant. Et où? Sur votre corps, ces diablotins t'étaient-ils? Je ne connais aucun diablotin, messieurs. Quel pouvoir Satan vous a-t-il offert? Avez-vous cru à ces mensonges? Non, messieurs. Pour commencer, Agnès dit qu'elle est une guérisseuse, qu'elle n'est pas une sorcière, qu'elle ne fait pas ce genre de choses. Mais ensuite, on l'amène à la torture. Agnès est soumise à des douleurs insoutenables. Elle essaye d'expliquer à ses bourreaux les techniques dont elle se sert pour traiter les maladies. Elle va jusqu'à réciter une prière de guérison. Quelque maladie que tu sois, au nom du Christ, je t'en conjure, sors de la chair et de l'os, et va dans la terre et dans la pierre. Je t'en conjure au nom de Dieu. La magie se mêlait au christianisme, qui était une partie très importante de la magie populaire. La plupart de ceux qui la pratiquaient se considéraient comme de fervents chrétiens. Et la magie à laquelle ils avaient recours était pour eux un don de Dieu, une des manières dont son pouvoir se manifestait dans le monde naturel. Pour les chasseurs de sorcières, le mélange entre la religion et la magie laisse entendre que le christianisme a été corrompu par les forces démoniaques. Avec la permission du roi, les bourreaux d'Agnès Samson la privent de sommeil et lui infligent les pires supplices pour lui arracher des aveux. Sous la pression, elle avoue avoir conclu un pacte avec le diable. Elle est ramenée pour un autre interrogatoire. Ces étranges aveux sont utilisés comme des preuves contre elle. Donc, vous avez attrapé ce crapaud noir, vous l'avez accroché par les pattes pendant 3 jours, et avez collecté le venin qui en tombait dans une coquille d'huître. Oui, messieurs. Et si vous aviez pu vous procurer un vêtement en lin que j'aurais porté, vous m'auriez ensorcelé pour que je meure. Oui, messieurs. Mais Agnès avoue des sortilèges et des maléfices tellement extraordinaires que le roi a du mal à la croire. Eh bien, ceci
est tellement miraculeux et étrange que je crois tout simplement que vous êtes la dernière des menteuses. Approchez-vous, messire. Agnès confie alors au roi un secret qui le convainc qu'elle est en effet coupable de sorcellerie. Au cours de votre nuit de noces, Elle lui chuchote les détails d'une conversation intime qu'il a eue avec son épouse Anne lors de leur nuit de noces au Danemark. Or, à ce moment-là, Agnès était à des centaines de kilomètres de là en Écosse. Ceci semble persuader le monarque qu'elle a vraiment des pouvoirs surnaturels. Je pense que ce moment est vraiment capital pour Jacques VI d'Écosse. À partir de cet instant, il a été convaincu que tout cela relevait de la sorcellerie et qu'il en était la cible. Le roi semble négliger une hypothèse plus évidente pour expliquer qu'Agnès ait eu connaissance d'une conversation tenue sur l'oreiller avec son épouse Anne. Il faut se rappeler qu'autrefois, les mariages n'étaient pas comme aujourd'hui, une affaire privée, surtout pour un roi et une reine. Il se peut très bien qu'une servante ait surpris certaines paroles, que des bruits aient couru. Agnès les a peut-être repris, mais je ne pense pas qu'elle ait appris quoi que ce soit par magie. Selon un récit détaillé du procès paru dans un pamphlet intitulé « Nouvelles d'Écosse », Agnès Samson avoue aussi faire partie d'une conspiration démoniaque de 200 sorcières convoquées par Satan pour qu'elle l'adore dans une église. Les sorcières rencontraient le diable, renonçaient à leur foi chrétienne et lui rendaient hommage, souvent sous la forme la plus répugnante, en particulier en baisant le derrière du diable. Le diable aurait même présenté à cette assemblée impie une image du roi pour tenter de le détruire. Jacques VI d'Écosse est persuadé que Satan guide les sorcières dans un complot pour l'assassiner. Agnès Samson et plusieurs autres femmes sont brûlées sur le bûcher. Sa mort marque le début d'une gigantesque chasse aux sorcières. L'Écosse exécute une proportion plus importante de sa population que presque tous les autres pays d'Europe. On estime que 2500 femmes et hommes sont pendus et brûlés sur un bûcher. La traque progresse par vagues, car sous la torture, les suspects en incriminent des dizaines d'autres. Mais en 1597, cette croisade anti-sorcière en Écosse sombre dans le chaos. La chute commence quand Margaret Aitken, elle-même suspecte, se transforme en informatrice. Elle se dit capable d'identifier des sorcières à une marque secrète qu'elle voit dans leurs yeux. Mais elle va bientôt perdre toute crédibilité. Pendant 3 ou 4 mois, on lui demande de faire ce travail d'identification, alors elle accuse un grand nombre de gens d'être des sorciers. Le problème, c'est qu'un jour où elle identifie une femme comme étant une sorcière, on lui dit « Mais vous l'aviez identifiée auparavant comme n'étant pas une sorcière. » Simplement, elle ne portait pas les mêmes vêtements. Bien sûr, à ce moment-là, toute l'affaire s'effondre. Et on comprend que toutes ces sorcières n'en étaient pas. Les procès étaient de faux procès, en fait. C'est un moment charnière. Margaret Aitken est confondue comme étant un témoin peu fiable. Les procès en sorcellerie risquent d'être discrédités. Pour défendre sa croyance en la menace satanique, Jacques VI publie alors un extraordinaire appel aux armes contre la sorcellerie. Il intitule son ouvrage « Démonologie ». La prolifération effrayante, en ce moment, dans ce pays, de ces détestables esclaves du diable. Son livre est incroyablement court, incroyablement lucide et incroyablement bien structuré. C'est un bon ouvrage de littérature. Mais pour éclairer le cœur de beaucoup de gens qui doutent que de telles attaques de Satan soient volontiers pratiquées, Le livre de Jacques VI d'Écosse, Démonologie, devient un manuel de persécution et de chasse aux sorcières. Il va avoir une portée immense au cours des 50 à 60 années qui suivent. Et de nombreux procès de grande envergure sont directement marqués par cet ouvrage. L'influence de Démonologie aurait pu se limiter à l'Écosse. Mais en 1603, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre meurt. Jacques VI d'Écosse hérite de son trône et devient Jacques Ier d'Angleterre.
Il emporte avec lui à la cour son livre terrifiant. Démonologie place le roi lui-même en première ligne de la chasse aux sorcières. Ainsi, cette traque est-elle officiellement reconnue dans le nouvel État britannique. Il y a maintenant une ligne à suivre, et l'ouvrage fournit un texte simple et bref, à partir duquel toutes sortes d'idées et de publications peuvent jaillir. En 1604, Jacques Ier promulgue à la fois en Angleterre et en Écosse une nouvelle loi contre la sorcellerie qui renforce les châtiments prévus pour ce crime surnaturel. Il ordonne aussi que soit brûlé le livre d'un Anglais, Reginald Scott. Cet ouvrage, La découverte des sorcières, prétend que la philosophie et la science réfutent leur pouvoir. Je pense que Scott a touché un point sensible chez Jacques Ier, qui l'a mis en colère. Cet ouvrage était assez bon pour qu'il se sente outragé. Il est arrivé au mauvais moment, alors que le roi essayait de convaincre tout le monde de la réalité du mal qu'il décrivait. Jacques Ier hérite d'un royaume déchiré par les tensions religieuses. En 1605, des catholiques, parmi lesquels Guy Fawkes, parviennent presque à assassiner le roi. C'est la conspiration des poudres. Aux yeux d'un fervent protestant comme Jacques Ier, les images et les rites catholiques peuvent aisément passer pour de la magie ou même de la sorcellerie. Le catholicisme est encore largement pratiqué dans certains endroits comme Pendle, dans le Lancashire. Cela favorise la progression des idées funestes contenues dans Démonologie. C'est un comté où l'on trouve de nombreuses déviances politiques et religieuses. C'est vraiment comme un baril de poudre. Il suffit d'un tout petit incident pour faire exploser le tout. Et il est capital qu'il y ait également un magistrat. Dans cette affaire, il s'agit d'un certain Roger Nowell, qui s'attache à persécuter ceux qui ont un lien avec le catholicisme. Dans cette atmosphère d'agitation et de tension, catholiques et sorcières peuvent vite être associés. Dans ce climat d'intolérance et de suspicion, un seul incident suffit pour déclencher une chasse aux sorcières. C'est ainsi qu'Alison Davis, fille d'une famille pauvre de Pendle, va se retrouver au centre d'un véritable cauchemar. Alison est la petite-fille d'une femme appelée Elizabeth Demdike, que l'on soupçonne d'être une sorcière ou une jeteuse de sorts. On pense que sa mère est aussi une sorcière. Elle fait donc partie d'une famille de devins guérisseurs ou de magiciens. Et il faut ajouter qu'elles sont très pauvres. Par conséquent, elles sont souvent en conflit avec la communauté à laquelle elles appartiennent. Alison croise un colporteur du nom de John Law, qui se rend dans une ville voisine. Elle lui demande des épingles, utilisées aussi bien dans la magie blanche que dans la magie noire. D'après certains témoignages de l'époque, des gens prenaient une pomme ou un oignon censé représenter le cœur de la personne dont ils recherchaient l'amour et ils y plantaient des épingles. C'était une forme de magie plutôt bénigne. Comme elles étaient adolescentes, il est possible qu'Alison et ses amis se soient intéressés à ça. John Law refuse de lui vendre des épingles. Alors qu'il s'éloigne, un côté de son corps est frappé de paralysie. Il va par la suite se plaindre d'avoir été ensorcelé. Alison est amenée devant le juge de Pendle, Roger Nowell. Lorsqu'Alison Davis est interrogée, elle avoue avoir jeté un sort au colporteur. Peut-être est-elle choquée que sa magie ait eu un tel pouvoir. Peut-être se sent elle-même coupable, mais en tout cas elle avoue. Tous ces paramètres, la malchance, l'accusation de sorcellerie, les aveux et bien sûr la présence de ce juge qui est prêt à prendre ça très au sérieux, créent un climat délétère qui marque le départ d'une chasse aux sorcières. En fouillant la maison d'Alison, on découvre une effigie humaine. Sa famille déclare qu'elle est destinée à un rite de guérison. Mais l'objet est saisi en tant que preuve matérielle de sorcellerie.
Il faut bien comprendre que l'ouvrage Démonologie a totalement diabolisé la magie populaire traditionnelle. Il est assez incroyable qu'un sortilège de guérison, dont elles disent se servir uniquement pour soigner les maladies, puisse être produit comme preuve à leur procès. Pour trouver davantage encore de preuves contre elle, on interroge toute la famille d'Allison, y compris sa sœur cadette, Janet Davis, âgée seulement de 9 ans. Pourtant, selon la loi anglaise, le témoignage d'un enfant est normalement irrecevable. Le roi déclare publiquement que dans les procès contre les sorcières, on peut produire des témoignages de type exceptionnel en raison de la difficulté à réunir des preuves. Le témoignage d'enfant en est un exemple, et celui de cette fillette est absolument capital dans les procès de Pendle. L'ouvrage du roi, Démonologie, alimente la peur qui va consumer les sorcières de Pendle. Lorsque l'on lit les minutes des procès en sorcellerie de Pendle, point par point, on y retrouve une sorte de checklist des principaux arguments du roi d'Angleterre contre la sorcellerie. Jacques Ier expose la théorie, et l'affaire de Pendle la met en pratique. Le roi décrit les différents types de sorcières, pauvres et riches. Les procès de Pendle font de même. Il décrit le processus qui mène à devenir sorcière, ce que le tribunal reprend point par point. Pareil pour les aveux. Janet Davis témoigne contre sa mère et son frère. Ils seront pendus avec Allison, ainsi que 7 autres personnes prises au piège de la chasse aux sorcières. Mais malgré les efforts de Jacques Ier pour l'éradiquer, la sorcellerie semble toujours avoir le pouvoir de frapper ses proches. En 1618, Francis Manners, 6e comte de Rutland et conseiller privé du roi, accuse les sorcières d'avoir tué son jeune fils, Henry. Manners est lord-lieutenant de Lincolnshire et donne souvent des fêtes pour le roi en son château de Belvoir. L'historienne Tracy Borman enquête sur l'étrange tragédie qui a frappé cette famille. J'ai découvert l'histoire des sorcières de Belvoir dans un roman que je lisais pour mon plaisir. Ça m'a captivée dès la première page. Je n'arrivais pas à croire que cette histoire soit vraie. Sachant qu'elle était plus ou moins basée sur une véritable affaire, je me suis lancée dans cette quête pour en savoir plus sur ce cas de sorcellerie. Francis Manners avait parcouru l'Europe au plus fort de la chasse aux sorcières, quand la sorcellerie était considérée comme l'est de nos jours le terrorisme, un acte qui frappe les innocents avec une violence meurtrière. L'un des éléments les plus étonnants de cette affaire se trouve sur cette tombe en noir et blanc. C'est une déclaration du comte en personne. Il dit que ses 2 fils ont trouvé la mort du fait de pratiques diaboliques et de sorcellerie. Il est extrêmement rare de trouver une telle accusation sur une tombe, et qui plus est sur celle de l'une des familles les plus nobles du pays. Par cette déclaration, il voulait que tout le monde, à l'avenir, sache ce qui était arrivé à ses fils. Ils sont aussi représentés ici en un cortège très solennel. L'aîné, Henry, tient un crâne qui symbolise son destin. Mais derrière la triste histoire de cette disparition, se cache un mystère troublant. Le comte accuse la sorcellerie d'être à l'origine de la mort de ses 2 jeunes fils. Et il trouve des suspects parmi ses serviteurs. Une mère célibataire, Joan Flower, et ses 2 filles ont été employées comme simples domestiques au château de Belvoir. Margaret, la fille aînée, avait été déclarée coupable d'avoir volé des provisions au château, et elles avaient été renvoyées toutes les 3. On a supposé que c'était ce qui avait poussé la mère à vouloir se venger et à détruire la famille du château de Belvoir. Les 3 femmes sont arrêtées en 1618 et accusées d'avoir tué le jeune Henry Manners par sorcellerie. Le livret imprimé qui relate ce cas rapporte que lorsqu'elles travaillaient encore au château, Margaret et Philippa avaient dérobé un gant du garçon. Elles l'avaient donné à leur mère qui l'avait utilisé en tant que représentation du jeune homme. Elle l'aurait poignardé à plusieurs reprises, puis brûlé.
Mais Henry est mort 5 ans avant ces accusations. Pourquoi le comte a-t-il attendu si longtemps avant d'accuser ces femmes de sorcellerie? On peut trouver une réponse dans la relation étroite entre Francis Manners et le roi Jacques Ier, dont le livre Démonologie venait d'être à nouveau publié. C'était presque un coup de pub. À mon avis, c'est sans doute un service que le comte de Rutland rend à son roi en ramenant son livre Démonologie sur le devant de la scène. Car le pamphlet qui rapporte l'affaire fait référence à l'ouvrage de Jacques Ier dès la préface. Il rappelle au lecteur l'excellent travail du monarque sur l'histoire de la sorcellerie et décrit précisément la manière dont les sorcières doivent être traitées. Dans cet écrit, on affirme que les femmes ont pris un peu de la laine qui garnissait un matelas du château de Beaver. John Flower l'aurait ensuite mélangé avec du sang et de l'eau, puis fait bouillir, pour que le comte et son épouse soient frappés d'infertilité. La famille Flower est emmenée au château de Lincoln pour être jugée. La prison où on les enferme est aussi inhospitalière aujourd'hui qu'elle l'était il y a 4 siècles. Quand on descend dans ce cachot, l'atmosphère change immédiatement. Il y fait très froid. Encore aujourd'hui, des siècles plus tard, on y éprouve la sensation de désolation, de désespoir que les prisonniers devaient ressentir. On voit encore l'emplacement où les chaînes étaient fixées au mur. C'est là que les prisonniers étaient attachés. C'est vraiment un endroit affreux. Le juge qui s'occupe du cas de Margaret et Philippa Flower, ainsi que de plusieurs autres personnes arrêtées dans l'affaire de Beaver, pourrait bien être celui qui a envoyé à la potence les sorcières de Pendle 6 ans plus tôt. Et les témoignages produits devant lui ressemblent fortement aux déclarations faites lors du procès de Pendle. Margaret et Philippa Flower sont exécutées et leur mère meurt en prison. Les procès de Pendle et de Beaver montrent comment démonologie est devenue un manuel pratique de chasse aux sorcières. Mais vers la fin de son règne, le roi lui-même commencera à s'interroger sur certains des témoignages et aveux bien étranges qui ont permis de condamner des sorcières. En ce début du XVIIe siècle, l'intérêt grandissant pour la science rend ces histoires de démons et de diables plus difficiles à croire. Quand Jacques Ier meurt en 1625, près de 30 ans après la publication de Démonologie, la chasse aux sorcières a nettement régressé. Le roi a fait à l'époque tout ce qu'il pouvait pour éradiquer la magie blanche ou noire. Mais de nouvelles preuves, découvertes lors de fouilles récentes en Cornouailles, semblent indiquer que sa croisade a échoué. L'archéologue Jackie Wood a mis au jour une série de fosses qui contiendraient des offrandes rituelles troublantes. La plus ancienne date de 1640, c'est-à-dire bien après la mort de Jacques Ier. Ces 3 fosses sont regroupées. Pour celle-ci, nous avons réalisé une datation au carbone 14. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est une des rares fosses rondes que nous ayons. La plupart sont rectangulaires. Ils ont plumé un cygne, pris sa peau et en ont tapissé le puits. On peut la voir ici. Ensuite, ils ont placé 2 pies sur le côté et par ici 55 œufs, dont 7 prêts à éclore. Des œufs de la taille de ceux d'une poule naine jusqu'à celle d'œufs de canard. C'est un gros travail. C'était à l'époque où l'on chassait les sorcières. Quiconque commettait un acte païen faisait quelque chose de très dangereux. Jackie Wood a également découvert une petite mare artificielle remplie d'étranges offrandes. Voici des objets trouvés dans un bassin votif. Nous avons toutes sortes de textiles, des branches de bruyère, des noyaux de cerises, des rognures d'ongles humains. Généralement, lorsqu'on jetait des épingles dans un bassin votif, on les tordait et ensuite on faisait un jeu. Cela semble être une tradition. Mais ici, toutes les épingles sont droites. Nous pensons donc qu'elles ont pu être utilisées réellement comme des épingles pour fixer des rognures d'ongles ou des cheveux sur les tissus. Ensuite, ils ont jeté tout ça, c'est-à-dire une partie d'eux-mêmes, dans ce bassin. Ce bassin votif a apparemment été détruit dans les années 1640. Sans doute cela faisait-il partie des mesures de répression contre la magie et la sorcellerie. Ce bassin a été creusé durant la période médiévale, et puis il a été recouvert, il a été comblé délibérément.
Tout laisse à penser qu'il a été comblé au cours de la première guerre civile anglaise qui éclate en 1642, quand le Parlement prend les armes contre Charles Ier, fils de Jacques Ier. Il y avait un parlementaire, le major Silly, basé à Saint-Ives pendant la guerre civile, qui employait les hommes de la région pour remplir ses bassins rituels, ces fosses païennes. On pense que c'est à cette époque que tout cela a été comblé, car nous avons des céramiques en surface qui datent de cette période. Dans le chaos qui accompagne la guerre, la chasse aux sorcières connaît un renouveau en Angleterre et en Écosse, et fait des centaines de nouvelles victimes. Le système judiciaire s'effondre, si bien que les juges expérimentés qui auraient pu rendre un non-lieu dans les affaires de sorcellerie ne peuvent plus faire le tour des juridictions du pays. Dans ce vide qui a envahi la région de l'East Anglia, arrive un homme qui n'est personne, un petit gentilhomme qui n'est pas juge, ni même avocat. Il s'appelle Matthew Hopkins, et il est en train de mourir de la tuberculose. Il est certain que sa fin est proche, et il élève son esprit en lisant des ouvrages venus du continent sur la sorcellerie. Il veut absolument, avant de mourir, purger sa région du mal. Matthew Hopkins vit à Manningtree dans l'Essex. C'est en 1645 que commence ici l'une des chasses aux sorcières les plus meurtrières de l'histoire britannique, quand il s'associe à un autre gentilhomme puritain du nom de John Stern. Cette plage de Manningtree est un lieu chargé d'histoire. Comme on le voit, c'était autrefois un port. Il y a encore des bateaux aujourd'hui, mais auparavant, c'était un endroit très prospère. On y importait des marchandises depuis la mer du Nord et le continent, et aussi des idées. Des idées radicales, politiques, religieuses, ce qui explique en partie pourquoi la vallée de la Stahor a été un foyer du puritanisme durant la première moitié du XVIIe siècle. C'est exactement le genre d'endroit où les chasseurs de sorcières comme Hopkins et Stern ont pu s'adonner à leurs fantasmes démoniaques. Matthew Hopkins déclare même qu'il a entendu des sorcières se réunir à Manningtree. 7 ou 8 sorcières de cette horrible secte se réunissaient près de sa maison et faisaient des sacrifices solennels qu'elles offraient au diable. Il a laissé un témoignage écrit sur sa mission. Il commence par un verset de la Bible qui fait froid dans le dos. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Hopkins et Stern exploitent les différends qui existent entre voisins et la peur de la sorcellerie. Les chasseurs de sorcières portent ces litiges devant les magistrats d'Essex, comme s'il s'agissait de véritables accusations criminelles. L'un des épisodes les plus terribles se produit dans la paroisse voisine de Lawford. Un dimanche matin du printemps de 1645, Prudence Hart, une paroissienne enceinte, est en train de prier dans l'église qui est derrière nous, quand elle est prise de sévères douleurs abdominales. Elle sort en titubant de l'église et s'écroule dans des douleurs atroces sur le chemin là-bas. Le travail commence immédiatement et elle donne naissance à un enfant mort-né. C'était la preuve irréfutable que la famille Hart avait été ensorcelée. Une veuve de l'endroit, Anne West, et sa fille Rebecca sont accusées d'avoir provoqué la fausse couche. Elles sont arrêtées et accusées de sorcellerie. Hopkins et Stern parcourent d'autres villes de l'Est de l'Angleterre à la recherche de nouveaux suspects. Leurs accusations deviennent de plus en plus extravagants, à mesure qu'ils sont eux-mêmes ensorcelés par leur propre peur. Leur mode opératoire consistait généralement à mettre le suspect à l'isolement, à l'obliger à rester éveillé durant 3 jours et 3 nuits, à le faire marcher de long en large et à utiliser une forme d'interrogatoire tendancieuse et brutale. Ça ne laissait pas beaucoup de place aux dénégations ou aux protestations d'innocence. Dans un rapport, Matthew Hopkins relate certains de ces interrogatoires peu après qu'ils aient eu lieu. Il affirme avoir vu les monstrueuses créatures invoquées par les présumées sorcières. Elizabeth Clark, une vieille femme handicapée, est interrogée par Hopkins en personne. Après cette période de 3 jours, elle craque et elle dit « Je suis prête à faire venir mes diablotins ». Et elle leur donne des noms. Ils s'appellent par exemple Sac, Sucre, Ronchon, Ventre affamé et Tarte folle. Le rapport indique que ce cortège d'animaux entre dans la pièce. Mais bien sûr, ils n'ont rien de naturel, ce qui semble confirmer que la vieille femme est une sorcière
et que ces créatures sont celles à travers lesquelles elle commet ses crimes. Le récit d'Hopkins montre à quel point victimes et accusateurs partagent la même illusion. Pour eux, leurs hallucinations reflètent une réalité démoniaque. Il y a des gardiens qui surveillent jour et nuit, probablement à la lumière d'une bougie, et qui attendent qu'il se passe quelque chose. En fait, ils ont très peur. Peut-être que quand une souris entre dans la pièce, ou bien un chien ou un chat, leur esprit leur joue des tours. Pour moi, il y a des raisons de penser que les descriptions de ces étranges créatures sont honnêtes et sincères, même s'il ne s'agit de rien d'autre que de l'ombre d'un chat. Celui qui s'intitule lui-même « chercheur de sorcières en chef » arrête et torture jusqu'à 300 femmes dans l'est de l'Angleterre. Une centaine d'entre elles sont exécutées. Mais à la fin du XVIIe siècle, la peur des sorcières, alimentée par l'ouvrage Démonologie, commence à s'éteindre. La dernière exécution pour sorcellerie en Angleterre a lieu en 1682, presque un siècle après la publication du fameux livre. Les remarquables découvertes de Savioc en Cornouailles montrent que la croisade fanatique du roi a été un échec. Ce site montre que les croyances magiques ont perduré pendant des siècles. Ce site est véritablement unique. Dans le domaine archéologique, il semble qu'on n'ait jamais trouvé de fosses comme celle-ci, que ce soit en Angleterre ou en Europe, pour autant qu'on sache. Elle donne un petit aperçu très spécifique d'un système de croyances qui est resté très privé et très secret jusqu'à maintenant. Au cours des 12 dernières années, Jackie Wood a découvert plus de 40 fosses tapissées des peaux de différents animaux. Elles sont toutes à moins de quelques mètres de celles qui renferment des plumes de cygne et qui datent de 1640. Celle-ci date d'une centaine d'années plus tard. Elle est de 1740 et elle est tapissée de fourrure et non de plumes. Quand on l'a analysée, on a découvert qu'il s'agissait d'une peau de chat. On a donc écorché un chat noir et tapissé cette fosse avec sa peau. Ensuite, on a placé un morceau de quartz aux 2/3 en partant du bas. Et chose extraordinaire, au-dessus du quartz, il y avait 22 œufs. Et à l'intérieur de chacun, un poussin prêt à sortir. Je suis convaincue qu'il s'agit d'un certain type de sorcellerie. Ces étranges rituels semblent se perpétuer pendant 350 ans, depuis le XVIIe siècle jusqu'à des temps assez récents. Voici la dernière que nous ayons trouvée. C'est vraiment passionnant. Elle est tapissée de fourrures de différentes couleurs, marron et noir, tout autour. Ensuite, on a les pattes d'une chèvre qui sont placées à la base. La tête de la chèvre avec ses dents, et autour de la tête, il y avait un morceau de plastique et un morceau de ficelle orange. Seulement, ce type particulier de ficelle n'est arrivé en Cornouailles que dans les années 1970. Nous avons donc une fosse des années 70. Ce qui veut dire que depuis la guerre civile de 1640 jusqu'à ces années récentes, des gens ont creusé des fosses dans cette vallée. Les animaux enterrés dans les fosses de Savioc semblent faire partie d'une croyance traditionnelle qui s'est peu à peu perdue. Mais aucune des découvertes de ce site ne présente la moindre association avec les prétendus rituels sataniques qui ont coûté la vie à des milliers de gens. Il n'existe aucune preuve qu'une seule des personnes accusées de sorcellerie ait effectivement vénéré le diable. En revanche, pas mal d'indices montrent que certaines de ces personnes pratiquaient une sorte de magie liée au folklore. Certaines ont sans doute maudit leurs voisins dans un accès de mauvaise humeur ou sous prétexte de vengeance. Mais la conspiration satanique, l'anti-religion imaginée par les chasseurs de sorcières, n'était que pur fantasme. C'est le sort infligé à des femmes comme Agnès Samson, qui a donné naissance au terme de chasse aux sorcières, qui décrit de manière saisissante et choquante une injustice de la pire espèce. Cette persécution était totalement injustifiée. Ces pauvres femmes n'avaient rien fait d'autre que d'être un peu différentes de leurs voisins. Elles pouvaient être plus vieilles, souvent plus pauvres ou seules, célibataires. Et de ce fait, elles étaient perçues comme une menace, car elles n'étaient pas tout à fait conformes au schéma habituel de la société. Démonologie, l'ouvrage du roi Jacques Ier,
a déclenché une guerre idéologique dans laquelle des milliers d'innocents ont péri. C'est une leçon de l'histoire à ne pas oublier.